pyramide marquait avec précision les équinoxes, c'était le hasard. Que la grande pyramide en relation avec le nombre pi et le nombre d'or était là encore l'effet du hasard. Que la coudée était une dimension prise au hasard, qu'on a réalisé par hasard la seule pyramide possible qui puisse faire un pont entre la coudée, pi, le nombre d'or et le mètre, et que si on trouvait ces valeurs exprimées en mètres dans la grande pyramide, c'était le hasard. Que si les constructions les plus anciennes que nous avions visitées étaient les plus massives et les mieux ajustées, c'était le hasard. Que si d'autres peuples sur la planète utilisaient une écriture hiéroglyphique, momifiaient leurs morts, concevaient des calendriers précis, possédaient un haut savoir astronomique et bâtissaient avec les mêmes techniques antisismiques sans jamais laisser aucune indication, c'était le hasard. Que si autant de sites sacrés étaient alignés sur un cercle aussi long que notre équateur, c'était le hasard. Que si certains rapports de distance donnaient la valeur du nombre d'or, c'était le hasard. Que si cette dimension indiquait la vitesse de rotation de notre planète, c'était le hasard. Que si on trouvait l'indication de la valeur de la vitesse de la lumière dans la grande pyramide, c'était encore et toujours le hasard. Deux hypothèses se présentaient alors. Hypothèse A, il fallait vraiment que l'on revoie le sens du mot hasard, car s'il accomplissait autant de miracles, il vaudrait mieux qu'on l'appelle Dieu. Hypothèse B, on se disait que trop de coïncidences tuaient la coïncidence, que notre histoire comportait des lacunes, peut-être aussi vertigineuses que les découvertes de mon informateur, et qu'il allait bien falloir envisager de rechercher une explication rationnelle aux énigmes de notre passé. Qui dans le passé, tel qu'on le connaît, aurait pu réaliser tout ceci? Les Égyptiens? Avait-il quelque chose qui s'opposait catégoriquement à l'hypothèse d'une civilisation technologiquement avancée dans le passé? Si l'on considère les accidents possibles sur Terre, avec la guerre des continents, les volcans, etc., voire les impacts de météorites majeurs, rien ne pourrait nous s'opposer à dire que des civilisations plus avancées que celles que nous connaissons aujourd'hui aient pu vivre sur notre Terre. Si l'horloge de Gizeh renvoyait au cycle de précession des équinoxes, quel pouvait bien être le rapport avec ce cercle, s'il y en avait un? Mon informateur attira mon attention sur le pôle Nord qui lui correspondrait si ce cercle était un équateur. Et coïncidence, ce point se trouvait précisément au centre d'oscillation du pôle magnétique terrestre, qui était, ce que j'ignorais, différent de notre pôle Nord. Le pôle magnétique n'est pas donc un point précis à la surface de notre planète, puisqu'il se déplace à la vitesse de 40 km environ par an. Ce que l'on sait aujourd'hui, avec l'instrumentation que l'on maîtrise aujourd'hui, c'est que ce phénomène d'oscillation augmente. Et là, c'est très troublant. Était-ce la raison de ce cercle de 40 000 km et de son décalage de 30 degrés, nous indiquer un lien entre les équinoxes et le pôle magnétique? Car j'appris aussi que ce pôle magnétique s'était plusieurs fois inversé. On compte à peu près une bonne centaine d'inversions des pôles. On ne savait pas pour quelle raison cette inversion se produisait, mais certains scientifiques pensaient qu'il pourrait y avoir un rapport avec le Soleil, qui lui aussi inversait parfois ses pôles magnétiques. Des inversions s'étaient déjà produites, mais on ne savait quasiment rien sur la question. Sur les conséquences directes liées à l'inversion du pôle magnétique, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que ce soit des dizaines, voire des centaines de chercheurs qui se regroupent autour et qui se fédèrent autour de ce type de recherche pour essayer de comprendre les effets directs et indirects liés aux conséquences de cette inversion. On observait d'importantes modifications de notre climat. On avait constaté l'accélération du déplacement du pôle magnétique, mais nous n'étions pas prêts à faire face à quoi que ce soit. Une des conséquences les plus probables de l'inversion des pôles magnétiques est la disparition provisoire du champ magnétique terrestre, pour une durée allant de quelques heures à quelques semaines, éventuellement suivie de réajustement de la croûte terrestre. Avec notre atmosphère, le champ magnétique de la Terre filtre les radiations venant de l'espace. S'il venait à disparaître, notre planète serait alors brûlée sur sa surface en proportion de son exposition. La destruction par le feu des anciens textes. De manière étrange et inquiétante, les prophéties du passé et les hypothèses de la science moderne se rejoignaient. Si ce phénomène était connu et compris des bâtisseurs anciens, ces antiques prophéties prenaient alors un nouvel éclairage. Elles n'étaient plus des prédictions, mais des prévisions basées sur des connaissances réelles. Au début de notre civilisation, la connaissance était détenue par les prêtres. Le Sphinx est une sculpture gigantesque.
construite en un seul bloc, pour résister à l'épreuve du temps. Sa forme symbolique a été minutieusement étudiée pour en faire un point de rencontre astronomique. Il se trouve précisément sur l'un des nœuds diamagnétiques de la planète, indiquant la présence de forces énergétiques planétaires là où la Grande Pyramide a été construite. La direction de son regard, vers un point précis de l'horizon, où le soleil se lève les jours d'équinoxe, montre l'importance de la porte de Maat, l'entrée du royaume de Sokar, au moment d'équilibre entre le jour et la nuit. Dans cet univers de contraste, c'est seulement grâce à cet équilibre entre la lumière et l'obscurité, entre deux extrêmes, que l'unité peut être réalisée. Ce niveau de compréhension ne peut être atteint qu'en évaluant les résultats de décisions prises au cours de nombreuses réincarnations pour trouver la voie du respect et de la tolérance, de la paix et de l'harmonie. Tous les temples de la civilisation égyptienne ont porté ce message, le chemin du perfectionnement par la réincarnation pour atteindre l'illumination était le fondement de leur foi. Le Sphinx montre également que la civilisation égyptienne remonte à très longtemps, au commencement du monde nouveau, le Zep-Tepi, il y a 12 900 ans, quand les étoiles de la constellation de Lion brillaient en face de lui. Le Sphinx rappelle l'existence de l'année cosmique, le cycle le plus important pour l'humanité. Il confirme que la civilisation atlantidéenne a vraiment existé. Il incarne la certitude qu'il existe une sagesse supérieure.
Bien que le champ magnétique solaire ne soit pas généré de la même façon que sur Terre, les scientifiques l'ont tout de même analysé de près. Ce sont deux dynamos très différentes, qui fonctionnent selon les mêmes lois physiques dans des environnements assez dissemblables. En les étudiant et en les comparant, on en apprend plus sur les deux mécanismes. Durant son cycle magnétique, le Soleil connaît des hauts et des bas. Tous les 11 ans, il entre dans un pic maximal d'activité, le maximum solaire. Au moment du pic de ce cycle, les tempêtes solaires sont nombreuses. Actuellement, le Soleil fait une petite sieste. Mais dans quelques années, on aura un nouveau maximum et il y aura de grosses perturbations. Ce maximum est prévu pour 2012. Ensuite, pendant 3 ans, l'énergie magnétique accumulée se traduira par une augmentation des taches solaires, des éruptions et des vents d'une violence cyclonique. À chaque maximum solaire, des satellites sont détruits. Le dernier maximum a créé une gigantesque panne de courant dans le réseau électrique en Amérique du Nord. Ce ne sont pas des petits phénomènes sans importance. Le système solaire est fondamentalement hostile. La Terre est bombardée en permanence par un rayonnement cosmique mortel. La vie n'y est possible que grâce à la magnétosphère, une force invisible qui entoure notre planète comme un cocon. Aujourd'hui, les scientifiques observent le ciel à des millions de kilomètres de la Terre. Mais ils sont toujours incapables de voir le champ géomagnétique. La démonstration de l'astrophysicien Mario Acuna permet de se faire une idée de sa structure. Je vais me servir d'une barre aimantée pour montrer à quoi ressemble le champ magnétique terrestre. Je la place sous une feuille de carton que je saupoudre de limaille de fer. C'est une expérience que les gamins à l'école adorent. Quand on verse cette limaille sur l'aimant, on voit que des lignes se forment selon l'axe nord-sud. Ça décrit en gros la géométrie du champ géomagnétique. De la même façon que la limaille de fer se répartit autour des pôles nord et sud d'un aimant, le champ géomagnétique jaillit comme une fontaine du pôle magnétique sud, encercle toute la planète, puis plonge de nouveau sous terre au niveau du pôle magnétique nord. D'après les estimations, ce champ est généré à plus de 3000 km sous nos pieds, dans les entrailles de la Terre. De là, il projette un immense cocon magnétique qui enveloppe toute la planète. Ce cocon dévie les vents solaires. Un flux constant de particules ionisées émis par le Soleil qui arrive sur la Terre à la vitesse d'1 600 000 km/h. Le professeur Dan Lesrop connaît bien la force de ce vent. Lorsqu'il arrive sur nous, le vent solaire provoque une onde de choc en forme d'arc sur la magnétosphère, qui le fait dévier de chaque côté, ce qui lui donne la forme d'une espèce de gros tétard. Le plus gros des radiations s'écoule loin de la Terre, mais une petite partie s'infiltre au niveau des pôles. Dans ces régions où le champ géomagnétique est le plus faible, le ciel est illuminé par des aurores polaires. L'apparition de ces lueurs colorées se produit quand les particules solaires entrent en collision avec les gaz neutres de l'atmosphère. Plus le vent solaire est fort, plus les aurores sont spectaculaires. Malgré sa beauté, ce phénomène illustre la bataille féroce qui oppose notre magnétosphère au flux de radiation solaire mortelle.
Au large des côtes brésiliennes, ils ont détecté une zone où le champ géomagnétique diminue rapidement d'intensité. Baptisée l'anomalie de l'Atlantique Sud, ou SAA, elle couvre près de 7 800 000 km² et ne cesse de s'étendre. Chaque jour, le rayonnement cosmique se rapproche de la surface de la Terre. L'origine de cette anomalie nous échappe encore. D'après les scientifiques, la SAA serait le signe d'une diminution de l'intensité du champ magnétique tout autour de la planète. C'est là que les choses se compliquent. Pour tout dire, on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe à 3200 km sous nos pieds, parce qu'il est impossible d'y envoyer une sonde. Les scientifiques sont donc contraints d'étudier la structure de notre planète en analysant un des phénomènes naturels les plus puissants qui soient. Les tremblements de terre. Les sismologues attendent qu'un séisme se produise, disons au Japon, puis grâce à une batterie de capteurs installés de l'autre côté de la Terre, ils analysent les ondes sonores qui la traversent. Ainsi, ils parviennent à dresser une carte de l'intérieur de la Terre. Les chercheurs mesurent les ondes sismiques causées par les séismes. Ces ondes ne se propagent pas à travers la Terre de façon rectiligne. Elles changent de direction et aussi de vitesse au gré des couches minérales qu'elles traversent. Leur étude nous a appris que la Terre est constituée de couches distinctes, comme un oignon. La première, l'écorce ou la croûte, est faite de roches solides et ne mesure que quelques kilomètres d'épaisseur. La seconde, le manteau, est constitué de roches denses et semi-liquides. 2900 km sous la surface se trouve le noyau externe liquide, un océan de fer et de nickel en fusion. Il entoure le noyau interne, une boule de fer de la taille de la Lune et aussi chaude que la surface du Soleil. Les spécialistes pensent que c'est ce noyau interne qui génère le champ géomagnétique. Mais comment ? Souvent, on est déconcerté par l'idée d'un gros noyau de fer solide. On s'imagine que c'est une sorte de barreau magnétique permanent qui fabrique notre champ magnétique. Le problème, c'est qu'il fait très chaud à l'intérieur de la Terre. Et quand la température est trop élevée, les aimants cessent de fonctionner. Au-delà de 650 degrés, les aimants permanents se démagnétisent. Le champ géomagnétique est donc forcément généré par un autre mécanisme. Mais lequel ? Pour le savoir, Dan Lesrop a conçu une expérience ambitieuse. À l'université du Maryland, son équipe a construit une maquette de 3 mètres du noyau terrestre. On cherche à comprendre pourquoi certaines planètes possèdent un champ magnétique et d'autres non. Grâce à différentes expériences, on espère découvrir le mécanisme qui fait que ça marche dans un cas et pas dans un autre. Pourquoi une planète s'anime sur le plan magnétique alors que d'autres meurent? À l'intérieur de cette sphère se trouve une boule de fer qui baigne dans 13 tonnes de métal en fusion. Au lieu de fer et de nickel en fusion, Dan Lesrop a utilisé du sodium liquide, un élément qui offre l'avantage d'avoir un point de fusion moins élevé. La couche extérieure, qui tourne sur elle-même, contient du sodium liquide à la place du fer. Des moteurs séparés font tourner les noyaux externes et internes pour recréer l'effet de la rotation de la Terre. Le noyau externe tourne à 4 tours secondes, tandis que le noyau interne va tourner à 15 tours secondes. Allez, c'est parti. Si elle est concluante, cette expérience nous aidera à mieux comprendre ce qui génère le champ géomagnétique. Quand la sphère atteint la vitesse maximum, il se produit un phénomène extraordinaire. D'immenses lignes de force d'un arc magnétique jaillissent du noyau avant d'y plonger de nouveau. Même si on ne peut pas voir les lignes du champ magnétique générées par cette expérience, on peut les mesurer grâce à une batterie de capteurs et les visualiser en train de jaillir, de tourner sur elles-mêmes. C'est fantastique.
Les interactions entre les noyaux internes et externes créent une dynamo géante. C'est elle qui génère un champ géomagnétique puissant, stable et autonome. Voilà la modélisation du champ magnétique. En rouge, les lignes qui jaillissent de la sphère, en bleu, celles qui y retournent. Je n'imaginais pas ça comme ça. L'expérience de Dan Lesrop confirme que le champ géomagnétique est produit par une dynamo au cœur de la planète. Les mouvements du métal liquide dans le noyau externe sont le moteur de ce mécanisme. Le bon fonctionnement de cette géodynamo dépend des courants de métal en fusion à l'intérieur du noyau terrestre. Pour la plupart des gens, le champ magnétique est orienté nord-sud. L'aiguille de la boussole indique le nord. Mais si on regarde bien les cartes, on s'aperçoit que le nord magnétique et le nord géographique ne correspondent pas. En réalité, le nord magnétique se trouve au Canada. Le nord magnétique n'est pas fixe. Quand les explorateurs le cherchent, ils ne le trouvent pas toujours au même endroit. Dans 50 ans, il sera peut-être en Sibérie. Cette accélération est-elle liée à la baisse d'intensité du champ géomagnétique? C'est la question que se pose Jeremy Bloxham. Il a repris les relevés des navigateurs d'autrefois pour établir un graphique des déplacements du pôle magnétique depuis 300 ans. L'importance du champ magnétique pour la navigation était telle que les marins sur les vaisseaux commerciaux et les explorateurs du XVIIe et du XVIIIe siècle le mesuraient de façon régulière et très précise. Le chercheur a rentré ces données historiques dans un modèle informatique afin de dresser un tableau du passé géomagnétique. Cette animation retrace l'évolution du champ depuis un peu plus de 300 ans, depuis 1690. Les zones en rouge et en orange montrent la force du champ magnétique qui jaillit du noyau. Et c'est en bleu la force du champ quand il rentre dans le noyau. Au cours des 150 dernières années, les chercheurs ont constaté que le champ géomagnétique avait perdu 10% de sa puissance et faiblissait 10 fois plus vite que si la géodynamo s'était arrêtée brutalement. Mais d'autres zones du champ se comportent différemment. Si on regarde ce qui s'est passé au XXe siècle, on voit l'émergence de cette tache bleue, juste en dessous de l'Afrique du Sud. Ensuite, elle dérive vers l'ouest et fusionne avec cette autre tache, formant une vaste région dans la zone de transition manteau-noyau où le champ part dans la direction opposée à celle qu'il devrait suivre. La modélisation de Jeremy Bloxham montre qu'au niveau de l'anomalie de l'Atlantique Sud, le champ magnétique n'est pas seulement plus faible qu'ailleurs. Il s'est inversé. Il y a une zone du noyau sous l'Atlantique Sud où le champ n'est pas orienté comme il devrait. Il s'est inversé et le phénomène se propage. Dans cette zone d'inversion, le rayonnement cosmique, au lieu d'être dévié loin de la Terre, parvient à traverser la magnétosphère. La SAA couvre une grande partie de l'Amérique du Sud. Pour l'instant, les radiations n'atteignent que la haute atmosphère, et seuls les vaisseaux spatiaux et les satellites sont touchés. Mais si l'anomalie continue de s'étendre au rythme actuel, elles finiront par nous atteindre. Ailleurs, cherche à savoir si cet affaiblissement va se poursuivre de façon significative. Pour cela, il a créé un modèle informatique du champ géomagnétique. On ne peut pas reproduire exactement ce qui s'est passé autrefois, ni même ce qui se passe aujourd'hui. Par contre, on a essayé de simuler quelque chose de similaire. Gary Glatzmeyer laisse tourner son modèle en permanence. Chaque année de temps réel représente 100 000 ans de temps simulé. Il a ainsi pu observer l'évolution du champ magnétique au fil des millénaires. Au bout de 36 000 ans simulés, il a constaté quelque chose d'inhabituel.
Je m'étais absenté 15 jours et quand j'ai regardé les résultats à mon retour, j'ai eu la surprise de voir que le champ s'était inversé. Son expérience démontre que les pôles magnétiques nord et sud peuvent s'inverser. Là, c'est la surface de la Terre modélisée. Et ici, celle du noyau modélisé. Le champ est orienté vers l'intérieur ici et vers l'extérieur là. Et il est beaucoup plus complexe en haut du noyau. Et là, l'inversion se produit. Le champ est orienté vers l'extérieur ici et vers l'intérieur là. L'animation montre que les pôles magnétiques changent spontanément de place à la suite de phénomènes complexes dans le noyau. On a l'habitude de croire que l'aiguille de la boussole indique le pôle nord et qu'on peut donc s'en servir pour naviguer. Mais il y a eu des périodes dans le passé où cette aiguille aurait pointé dans la direction opposée. D'après le modèle de Glatzmeyer, le champ géomagnétique a faibli d'intensité juste après et juste avant ces inversions. Cela explique-t-il qu'il soit particulièrement faible sous l'Atlantique Sud? Allons-nous connaître une nouvelle inversion? On n'a jamais vécu une inversion et on ignore ce qui se passera. Mais on peut le deviner. Elle provoquera certainement la contraction de la bulle protectrice de la magnétosphère vers la surface de la Terre. Si la SAA est le signe annonciateur d'une inversion du champ magnétique, notre planète sera exposée à une quantité croissante de radiation cosmique pendant au moins 1000 ans. L'idée nouvelle de Swarm, c'est que nous aurons 3 satellites. Le premier assez haut, à une altitude de 530 km, et les 2 autres en tandem, à 430 km. Ces satellites identiques seront équipés de magnétomètres de nouvelle génération, capables de détecter des variations infimes de l'intensité du champ et de repérer toutes les nouvelles zones où les pôles sont en train de s'inverser. Finalement, en mesurant le magnétisme depuis des satellites évoluant à quelques centaines de kilomètres d'altitude, on pourra dire ce qui se passe au cœur de la Terre et suivre les mouvements du fer en fusion à près de 3000 km sous la surface. C'est incroyable. Les chercheurs espèrent pouvoir prédire à quel moment se produira l'inversion des pôles et peut-être même s'y préparer. Au cours des 10 ou 20 prochaines années, nous allons développer un domaine scientifique qui nous permettra de prédire le comportement du champ géomagnétique. Grâce à cet outil, les spécialistes pourront planifier l'envoi de satellites et de missions spatiales habitées et concevoir les technologies nécessaires pour faire face à une inversion. Plus le moment de cette inversion approchera, plus le champ géomagnétique faiblira et plus le rayonnement cosmique pénétrera dans l'atmosphère terrestre. La vie sur Terre aura certainement à souffrir de la baisse d'intensité du champ géomagnétique, mais elle trouvera un moyen d'y survivre. Que pouvons-nous faire pour assurer la survie de l'espèce humaine? Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. La géodynamo est incontrôlable. Mais aujourd'hui, grâce aux satellites, on peut la surveiller de plus près et peut-être prévoir certaines choses, ce qui nous permettrait de nous adapter. La vie changera. La Terre sera davantage exposée aux radiations mortelles. C'est dans le ciel qu'apparaîtra le seul signe visible de l'affaiblissement de son bouclier. On verra probablement des aurores polaires partout dans le monde, y compris dans les régions équatoriales et dans des endroits où il n'y en a jamais. Sans la magnétosphère, la vie telle que nous la connaissons sur Terre n'existerait pas. Et notre planète serait un désert. Ce bouclier nous protège des tempêtes solaires. Bien que sa polarité se soit inversée bien des fois au fil des millénaires, jamais l'homme moderne n'en a été le témoin direct. Une seule chose est sûre, toutes les formes de vie seront affectées par une inversion. Mais les scientifiques n'ont pas encore découvert de lien entre les inversions passées et les épisodes d'extinction de masse. À condition que l'espèce humaine puisse s'adapter,
elle devrait survivre.